La France baladeuse. Rencontre positive et itinéraire bis. Je m'appelle Paul et depuis 3 ans, je parcours la France, micro en main, pour interroger celles et ceux qui façonnent nos régions au quotidien. La France baladeuse, c'est l'histoire d'une itinérance et d'une transformation, celle de mon regard sur le voyage. Dans chaque épisode, je vais à la rencontre de femmes et d'hommes, chez eux, en immersion dans leur ferme, leur atelier ou leur jardin. Une occasion unique de rentrer dans l'intimité de personnages hors normes qui me racontent la France avec un regard singulier, le leur, celui d'un habitant, d'un artiste ou d'un artisan. À travers des initiatives et des parcours de vie parfois inattendus, cette série audio t'invite à redécouvrir la France tout en interrogeant nos pratiques et notre regard sur le monde qui nous entoure. La France baladeuse. Bonjour à vous, chers auditeurs. Je suis très heureux de vous retrouver sur les routes d'Occitanie. La semaine dernière, nous étions dans la vallée de l'Hérault et aujourd'hui, nous allons remonter le fleuve vers les Cévennes jusqu'au petit village d'Ars. Dans cette oasis de verdure située à la croisée de 3 départements, le Gard, l'Hérault et l'Aveyron, je vous emmène dans un petit jardin en bord de rivière, à la rencontre de Samantha. Pour le décor, nous sommes au pied d'Écosse, à 2 pas du cirque de Navacelles. Samantha est une jeune agricultrice originaire de la région parisienne. Elle a posé ses valises dans les Cévennes après avoir pas mal bourlingué. Ensemble, nous avons parlé d'élan de vie, de savoir-faire et de militantisme en zone rurale. Bonne écoute. Ars, c'est un petit village de 300 habitants qui se situe à la frontière du Gard et de l'Aveyron. C'est un petit village qui paye pas de mine parce qu'il est traversé par une départementale. Mais par contre, si on bifurque pour aller au bord de la rivière, là, on se retrouve dans un petit village assez typique cévenol, en pierre. Donc, on est encerclé par ce qu'on appelle la Tessonne. Donc, c'est une montagne qui est au pied du Causse de Blandas. Voilà, Ars, il fait bon vivre, l'été, il fait pas trop chaud parce qu'on a plusieurs sources et une rivière. Et il y a même une étude qui a été faite que dans un scénario de sécheresse dans la région, Ars serait une oasis. Alors comment t'es arrivé ici, toi ? Tu es cévenol à la base ? Alors, pas du tout. Moi, je viens de la banlieue parisienne. J'ai fait des études dans les beaux-arts. Et puis finalement, j'ai décidé de lâcher pour voyager. J'ai été animatrice en éducation à l'environnement. En me baladant, j'ai vécu quelques temps en camion aménagé. Et donc, je suis arrivée à Ars un peu par hasard. Martin, qui est aujourd'hui mon mari, venait d'acheter une grande usine désaffectée avec un projet collectif. Et le collectif cultivait également un jardin. Ils avaient pris l'habitude de faire leurs semences, de faire leurs plants. Je me suis bien retrouvée dans les activités du jardin, les activités de pleine nature. Et puis, le collectif faisant son chemin, il y en a qui vont, qui partent. Et à un moment, je me suis retrouvée toute seule à gérer le jardin. Au début, je vendais les légumes qui étaient produits par le jardin. Et puis, petit à petit, je me suis mise à plutôt vendre les plants potagers. Et aujourd'hui, je ne fais que de la semence. Notre association, elle s'appelle La Main Lève. La Main Lève, c'est le nom de la fontaine du vieux village, celle qui est alimentée par la source intarissable, d'après les anciens. Et donc, le projet de La Main Lève, c'est de rénover l'usine, qui est une ancienne usine de bonneterie. Quand on est arrivé, l'usine avait fermé depuis moins de 10 ans. Donc, il y avait encore beaucoup d'anciens du village qui avaient passé toute leur carrière professionnelle dans cette usine. Et donc, on a été très touchés par l'histoire, le caractère patrimonial de ce lieu.
Donc voilà, en 2 mots, le but de l'association, c'est de réouvrir l'usine à son territoire. Je dirais que ce qui m'a attirée au départ, c'était la contemplation de cet élan de vie, quoi. C'est-à-dire que tu sèmes une graine, tu la vois germer, tu la vois grandir, tu la repiques dans des petits pots. Quand voilà, tu t'occupes de cette pouponnière, c'est hyper satisfaisant, hyper connectant à la nature. Et finalement, ensuite, j'ai découvert tout cet univers militant et tous les enjeux qu'il y a autour de la semence. Donc, moi, je ne cultive que de la semence paysanne. Donc, la semence paysanne, c'est pas toujours facile de la définir. Il y a pas mal de personnes qui parlent de variété ancienne. Moi, je suis pas trop d'accord avec ce terme parce qu'en fait, une semence paysanne, elle n'a rien d'ancien, puisque si elle est là, c'est qu'elle a été cultivée dans les jardins sans arrêt depuis des générations et des générations. C'est des semences qui sont libres de droit. Donc, elles n'ont pas été brevetées par des grandes entreprises. Elles ne font pas partie du catalogue officiel. Ces variétés que je cultive ne m'appartiennent pas. Elles appartiennent au bien commun. Les semences paysannes, elles sont très variées. Elles n'ont pas été uniformisées. Ça veut dire qu'elles n'ont pas été rendues homogènes. Sur une variété de courgettes jaunes, on va avoir des fruits plus ou moins courbes, plus ou moins gros. Ça va pas forcément donner tout en même temps. Une semence paysanne, c'est donc une semence qui n'a pas été modifiée. Donc souvent, on parle des OGM, mais on peut aussi parler des hybrides, ce qu'on appelle les hybrides F1. Pour créer un F1, on va faire un appauvrissement génétique. Donc, on va faire une lignée consanguine. On va cultiver dans son jardin 10 pieds de courgettes. Sur les 10 pieds de courgettes, on va prendre les graines d'un seul fruit. Donc, ça veut dire qu'on va replanter que des frères et sœurs. Et on va refaire la même chose. Donc, en fait, on va faire des cultures consanguines sur... Alors, pour la courgette, c'est 12 générations. Donc à la fin, on va avoir des plants rachitiques. Et puis on va faire la même chose dans un autre jardin. Et pour créer cet hybride F1, on va se mettre à cultiver ensemble 2 lignées consanguines. Donc les 2 lignées consanguines des différents jardins. Les semences issues de cette rencontre vont être très performantes. C'est ce qu'on appelle l'effet hétérosis. Le problème que ça pose derrière, c'est que on va cultiver ces semences hybrides qu'on vient d'acheter. Mais si on veut récolter nos semences pour l'année prochaine, la consanguinité va de nouveau s'exprimer et on va se retrouver avec des pieds qui sont souvent dégénérescents et donc qui vont pas donner de courgettes ou alors très mal. Donc ça veut dire qu'en fait le maraîcher est obligé de racheter sa semence chaque année. Il peut pas la reproduire lui-même. Samantha est une agricultrice très engagée. Avec son association, elle milite pour la défense de la biodiversité cultivée et des savoir-faire associés. Durant les 50 dernières années, le monopole exercé par l'industrie des semences a provoqué la disparition de la majeure partie des espèces de fruits et légumes cultivés en France et dans le monde. Cette standardisation à marche forcée a créé une uniformisation de notre alimentation et une perte de connaissances et de savoir-faire ancestraux. L'association dont je fais partie, qui s'appelle la Maison des semences paysannes du Gard et des Cévennes, préserve des variétés qui sont retrouvées auprès de petits papis qui cultivent leur jardin et telle ou telle courge depuis la grand-mère de leur grand-mère. Voilà, donc on a essayé de retrouver des variétés comme ça qui sont très ancrées sur le territoire, qui ont une histoire sociale aussi. Et on cherche des jardiniers, amateurs ou professionnels, pour les reproduire dans leur jardin et les repartager au sein du groupe pour faire continuer d'exister ces variétés.
Et comment vous allez les trouver, tous ces gens, enfin toutes ces variétés, tout c'est du bouche à oreille? Comment ça se passe? Ah ouais, c'est l'histoire d'une rencontre, quoi. Alors, c'est souvent des papis qu'on rencontre qui font leur jardin depuis toujours. C'est pas toujours évident. Il y a une histoire de confiance, c'est-à-dire que quand on cultive sa petite variété familiale, on n'a pas toujours l'élan de la distribuer à tous les jardins du village. Donc souvent ça nécessite de se rencontrer plusieurs fois. Alors au début on demande est-ce que vous achetez vos semences ou est-ce que vous les reproduisez encore? Bon, souvent on dit oh bah oui, je vais chez le grenetier. Et puis en discutant un peu plus, finalement il y a quand même ce concombre là que je refais depuis ma grand-mère. Et c'est vrai que parfois c'est un acte tellement naturel pour eux que quand on leur pose la question, sur le coup ils y pensent pas, quoi. Moi, dans mon catalogue de semences, par exemple, j'ai récupéré le persil d'Esparon. Esparon, c'est le village juste à côté de Arques, qui est très mignon. Et donc, il y avait Marcel, un vieux monsieur qui avait perdu sa mobilité. Et c'est une amie qui est aide à domicile, qui discutait beaucoup avec lui. Et il avait fini par lui dire « Oh là là, je suis embêtée. Mon persil, cette année, je l'ai pas réussi. » Et comme elle savait que j'étais active dans une association de préservation de semences, elle m'a dit viens rencontrer Marcel, je crois qu'il a un truc pour toi. Et donc on s'est vus plusieurs fois, il m'a raconté que ce persil, c'était un persil que tout le monde avait à Esparon parce qu'en fait le persil c'est bisannuel, donc ça se ressème la deuxième année un peu au gré du vent. Donc le persil il poussait un peu entre les pierres, quoi. Et plus personne ne le ressemait. Et puis après, les étés ont été de plus en plus chauds, donc il y avait besoin de le ressemer. Donc lui, il le faisait toujours, comme sa grand-mère lui avait montré. Et donc voilà, donc il m'a donné une toute petite souche de ce persil. Donc on a été 3-4 à cultiver ce persil. Donc on a récupéré des graines 2 ans après le don de Marcel. Manque de bol, Marcel nous a quittés entre-temps, donc on n'a pas eu le temps de lui dire qu'on avait reproduit son persil et que il était entre de bonnes mains, quoi. Voilà, donc c'est souvent des histoires. Quand on rencontre une variété, on rencontre une personne. Alors Marcel, il nous a donné des recettes que sa grand-mère faisait avec ce persil. Voilà, il y a toujours un tas d'anecdotes. Une variété, c'est pas juste un légume, c'est toute une histoire derrière. Tu m'as dit qu'à la base, tu venais pas du tout de ce métier. Comment t'as appris tout ça? Qui est-ce qui t'a transmis le savoir-faire que tu as aujourd'hui? J'ai l'impression que chaque jardinier se forme par ses expériences. C'est-à-dire qu'au début, il y a beaucoup de ratés. On fait des trucs un peu d'instinct en se disant on verra. Et puis d'année en année, on comprend des choses. On valide des intuitions. Voilà, donc moi je suis autodidacte, hein, j'ai pas de BPREA, j'ai pas de formation agricole. Le milieu des semences paysannes a ça de magique que c'est aussi un milieu qui a besoin de se créer en réseau. Donc entre jardiniers, on a besoin de se rencontrer, de s'échanger des conseils, des astuces. Donc au sein de l'association, on travaille beaucoup techniquement à s'échanger un peu nos techniques, enfin nos méthodes. Voilà, moi j'alimente mes connaissances au gré du temps. Et puis comme on est sur un territoire rural, il y a d'autres producteurs autour de moi qui font pas forcément leur production de semences, mais qui sont des jardiniers bien plus expérimentés, donc je vais les voir. Et puis encore une fois, c'est papy, c'est papy qui nous ont confié des semences et qui du coup sont aussi vecteurs d'un savoir-faire à transmettre.
Il est temps de quitter les Cévennes vers une nouvelle destination, toujours en Occitanie, mais dans l'Hérault cette fois-ci. Si tu veux en savoir plus sur le travail de Samantha, rendez-vous sur la page Facebook de la pépinière Graines d'Art. Et si la question des semences paysannes t'intéresse, va faire un tour sur le site internet du réseau des semences paysannes. Tu peux également retrouver les semences de Samantha au magasin coopératif La Cagette à Montpellier. Et je te propose aussi de découvrir un reportage complet sur cette agricultrice sur le blog de la France Baladeuse. En attendant, on se retrouve dès la semaine prochaine à Montpellier dans un petit restaurant vegan qui est aussi la seule ressourcerie du centre-ville. La France Baladeuse est un podcast imaginé et réalisé par Paul Angèle. Il est mixé par Bastien Nicolaï au Studio Podcast Montpellier. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à en parler autour de toi et à partager l'info sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi ajouter des étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite. Merci à toi et à très vite pour un nouveau voyage.